À la une ce soir, bilan plus que satisfaisant pour le Memorial Act. Plus de 110 000 personnes l'ont visité en 2016. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage a reçu ce matin la statuette du prix Musée 2017. Et la candidate du Front National fait-elle peur? Tous les indicateurs recueillis chez nous semblent montrer que non. Didier Détouche, maître de conférence, analysera cette situation que d'aucuns considèrent déjà comme un véritable tremblement de terre politique. Et la ville de Bemao renouvelle l'opération Révise Examen. Des cycles de conférences animés par des médecins pour transmettre les clés pour bien dormir et mieux s'alimenter. Isabelle Amo a assisté au travail de plusieurs étudiantes qui tentent le concours de médecine. Et enfin, l'agence internationale Elite Model recrute ses futurs mannequins. La célèbre agence a lancé son grand casting aux Antilles-Guyane à la recherche de la beauté antillaise qui pourrait monter sur les podiums internationaux. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. L'actualité de ce mardi a été marquée par la mobilisation des agents de la Poste devant le centre de tri de l'aéroport Paul Caraïbe. 3 organisations syndicales sont montées au créneau pour dénoncer une réorganisation des services que souhaite la direction. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. À l'entrée de l'aéroport Paul Caraïbe, les fanions des syndicats Solidaires, Force ouvrière et CGTG attirent l'attention. Des employés sont mobilisés devant le centre de tri de la Poste pour dénoncer le manque criant d'effectifs. Ces gens qui travaillent dans des conditions déplorables, nous avons énormément de monde qui ont congé maladie qui pas remplacé. Nous avons aussi énormément la Poste qui a fonctionné en disant là avec des intérimaires et aussi avec des heures supplémentaires. Ces personnels sont inquiets pour l'avenir du métier et craignent la disparition de leur outil de travail. Nous avons une zone de concurrence. Ça veut dire si là, nous pas mobiliser, nous pas qu'à mobiliser nous pour nous obtenir ça nous besoin, ça veut dire un effectif suffisant, des meilleures conditions de travail, demain nous qui n'y pour plaire. Parce que la concurrence qui va aller nous et nous ne pouvons pas laisser rien bâtiment non. Les représentants syndicaux ont déjà obtenu un premier entretien avec la direction de la Poste. Ils reconnaissent que cette dernière est impuissante, mais ils restent mobilisés tant qu'ils n'ont pas eu de réponse concrète. FO, la CGT et Solidaires ont rédigé une plateforme commune pour défendre les droits des personnels. Et des averses importantes se sont abattues sur la Guyane ces dernières 48 heures. Au moins 5000 personnes ont subi des dégâts à Cayenne. L'eau est montée jusqu'à 60 cm par endroit. Reportage Natacha Maltaverne. Du mobilier qui s'amoncelle au bord du canal Lossa, des emballages qui sont raclés sur le trottoir. 2 jours après les fortes inondations qui ont touché Cayenne, les pertes sont par endroits importantes, comme dans ce magasin de vêtements où les employés et même leurs familles sont venus prêter main forte. Il y a vraiment des dégâts importants. On ne peut vraiment pas donner de chiffre, mais il y a plus de la moitié du magasin. Tout l'étagère des bas du magasin, c'était vraiment monté. Les papiers, documents, tout, même les meubles, ce sera changé. Les meubles sont en bois et avec l'eau, ça s'est abîmé. Les bureaux, les ordinateurs, on a du matériel informatique aussi, également qui s'est abîmé. À quelques mètres, ce restaurant n'a pas pu ouvrir aujourd'hui. Muni de balais, chacun s'active à effacer les traces des inondations. Ici, l'eau est montée jusqu'aux fenêtres. Un coup dur pour les nouveaux gérants du restaurant. Essayer de lancer une activité, c'est déjà pas simple, mais avec tout ce qui nous arrive, c'est plus embêtant. Nous avions déjà du mal à repartir après la grève, et là on est reparti sur l'inondation. Voilà. Les fortes pluies ne sont pas les seules causes de ces inondations. La pompe de l'écluse du canal ne s'est pas déclenchée automatiquement. Certains riverains sont désabusés. À chaque fois qu'il y a une pluie exceptionnelle et une période de congé qui est très mauvaise pour nous, parce qu'en fait les services techniques n'agissent pas en temps et en heure, et qui fait que l'eau est montée gravement à l'arrière de la boutique. Des riverains qui attendent maintenant la visite des experts en assurance afin d'estimer le montant des pertes. Et en Martinique, eux attendent son arrivée. Les tests du TCS+ se poursuivent. Ce sont aujourd'hui des collégiens qui ont pu expérimenter un premier parcours. Alizé Lutran et Guy-Raphaël René étaient parmi eux. On regarde.
10h, gare de Carrefour Mao, les élèves embarquent à bord des 2 bus spécialement mis à leur disposition. Comme lors d'un trajet normal, tout le monde valide son ticket. Direction Fort-de-France, 1 heure de voyage à haut niveau de service qui séduit rapidement les élèves. D'être dans le TCSP, c'est une joie de le tester avant tout le monde en fait. C'est un meilleur confort, c'est mieux pour les gens que de prendre le mosaïque, je pense. Je suis très ravie car c'est un projet vraiment très intéressant pour la population et il y a beaucoup de confort comme on peut le voir. À l'initiative de ce voyage, 2 enseignantes du collège Cassien-Sainte-Claire. Dans le cadre d'un projet pédagogique d'aménagement du territoire, elles ont souhaité sensibiliser leurs élèves par le biais d'une expérience grandeur nature. C'est un projet interdisciplinaire. Nous avons un volet civique, on dira, puisque ma part c'est la géo, mais c'est également l'enseignement moral et civique. Notamment au niveau de la billetterie. Ils ont posé des questions, on leur a expliqué certains éléments. Et je pense que ça ne peut être que porteur pour leur attitude citoyenne face au transport. Une expérience rendue possible grâce à la CFTU, la compagnie de transport en charge de la circulation des 14 bus du TCSP. Les ingénieurs présents à bord étaient à la disposition des élèves pour répondre à toutes leurs questions. Là, il y a un jeune homme, il est passé avec sa moto. Le problème des motos, ça c'est un problème, mais là, le problème du respect des signalisations et donc le fait, notamment sur les damiers, qu'ils ne soient pas dessus, ça aussi c'est important. La compagnie Foyalaise de transport l'assure, il ne s'agit pas ici d'un coup de com', mais de permettre aux élèves, premier public à emprunter les transports, de se familiariser avec ce nouvel outil qui, en théorie, devrait ouvrir ses portes aux usagers début juin. C'est surtout une manière de montrer en fait qu'on avance, qu'on n'est pas juste là, qu'on n'a pas l'impression que les bus ils sont là et que entre guillemets ça sert à rien, qu'effectivement on travaille pour eux, on travaille pour cette génération puisque ce sont les futurs utilisateurs du TCSP et donc c'est vrai que c'est une manière aussi d'expliquer qu'il y a des choses qui se font, que ça prend un peu de temps mais malheureusement pas forcément de notre fait, mais en tout cas on travaille pour le bien de la Martinique. 11h, retour à la gare de Carrefour Mao sans incident. Une expérience privilégiée que ces élèves de 3e vont ensuite partager avec le reste de leur établissement. Après ce premier voyage concluant, la CFTU a annoncé qu'elle se tenait à la disposition des établissements qui souhaiteraient en faire de même. Et évoquons maintenant cette nouveauté entrée en application depuis hier. Le tarif de consultation chez le généraliste a augmenté de 2 €. La consultation chez le généraliste passe ainsi à 25 €. Cela faisait plus de 6 ans que le prix de la consultation n'avait pas bougé. Qu'en pensent les médecins? Voyons la réaction de l'un d'entre eux, interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Alors oui, effectivement, aujourd'hui a été mis en place l'augmentation de 2 € pour tous les médecins généralistes. Un gros travail d'informatique et de mise à jour de tous les logiciels. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas été augmenté et c'est le bienvenu pour nous et ça ne change rien pour les patients puisque finalement la sécurité sociale et les mutuelles vont compenser cette différence de prix. La CGSS, la sécurité sociale, nous a promis une deuxième augmentation de 7% au mois de juillet, le 1er juillet, pour les DOM-TOM pour compenser le coût de la vie chère. Il y a 15 ans, le Front National ne rassemblait que 5,16% des suffrages exprimés en Guadeloupe. Aujourd'hui, la situation a nettement évolué. Pas moins de 15 000 Guadeloupéens ont voté pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Comment expliquer cette percée sur des terres aussi métissées que les nôtres? Le spécialiste en droit et en économie Didier Détouche est avec nous pour en parler. Bonsoir Didier Détouche. Bonsoir Laura. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, beaucoup parlent d'un véritable séisme politique, la présence de Marine Le Pen au second tour, une possible victoire. Un Front National, un parti qui se situe plutôt à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Cela suscitait beaucoup de peur et d'inquiétude il y a encore 15 ans, mais c'est toujours le cas. C'est la question que nous nous sommes posée. On écoute les réactions des Guadeloupéens, quelques Guadeloupéens recueillis aujourd'hui par Karen Diamin. On regarde ensemble. Y a-t-il quelque chose dans le discours, la programmation de Marine Le Pen qui vous effraie? Oui, tout à fait. Comme quoi, par exemple? Sortir de l'Europe. Et puis, il y a aussi... Non, mais elle est un peu trop dure. C'est pas bon pour nous, ni pour nous, ni pour la France. Je ne peux pas tellement dire qu'elle m'effraie dans ce discours, mais le problème qu'il y a par rapport à la sortie de l'Europe, la France, la sortie de l'Europe, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Peut-être qu'à long terme, peut-être ça va être bon,
parce que ça fait quand même un moment que nous y sommes. Et puis nous sommes habitués. C'est vrai que l'euro ne nous a pas arrangé, mais quand même, on a déjà une belle avancée et que, bon, ben, surtout dans l'Europe, je pense que c'est retourner vraiment en arrière et puis avoir du temps à recommencer avec le fonds. Et est-ce que ça va arranger non plus le travail? Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'à long terme, peut-être dans peut-être 2022 ou 2027, peut-être que les choses vont encore changer. Vous savez, au point où on est actuellement dans le monde, rien ne m'effraie à son niveau, à son sujet. Parce que, comme on dit, nous sommes dans un pays démocratique. Vous savez, Marine Le Pen peut se positionner sur pas mal de choses, mais ce sont les parlementaires qui vont définir le tout par la suite. Voilà. Vous irez voter samedi? Et comment, madame? Nos parents, nos ancêtres, ils se sont battus pour ça. J'entends beaucoup qui disent qu'ils ne vont pas voter. Mais et nos parents, il faut les respecter quand même. Surtout les femmes. On n'avait pas ce droit. Alors il faut y aller. Moi, j'irai. Y a-t-il quelque chose qui vous effraie dans le discours ou la programmation de Marine Le Pen? Absolument rien, puisque je sais qu'elle ne sera pas capable de faire ce qu'elle dit. Donc ce n'est que du vent. Pour moi, ce n'est que du vent. Le changement de monnaie, c'est assez effrayant quand même. Quand je dis effrayant, par rapport au changement, alors on est habitué avec l'euro et passer de l'euro au franc, enfin retourner au franc, je trouve que ce n'est pas quelque chose à faire. Marine Le Pen, je pense que ce n'est pas une mauvaise femme dans ses discours et puis non plus dans sa politique. C'est plutôt une dame qui... Les gens ont peur de cette famille-là, la famille Le Pen. C'est dans des propos, il y a des propos qui tiennent que les gens n'aiment pas. C'est ça qui font peur aux gens. Mais sinon, je pense que s'ils avaient changé de leader, ils passeront s'ils avaient changé de leader. Didier Détouche, on vient d'entendre ces propos de ce monsieur. Marine Le Pen, finalement, ne fait pas tellement peur avec son discours. C'est plutôt sa famille. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Ah, il y a du vrai. En réalité, le nom Le Pen est un nom qui a fait partie à la fois des plus grandes affaires judiciaires et politiques, scandaleuses. C'est un nom sulfureux. En fait, ça montre bien la différence qu'il y a entre Le Pen en 2002 et Le Pen aujourd'hui. Il y a eu un changement. Des choses ont évolué. Que ce soit dans la perception de ce nom Le Pen et de cette famille Le Pen, et que ce soit effectivement dans la perception des valeurs et de l'idéologie qui est véhiculée à la fois par Marine Le Pen, mais aussi par son parti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a un parti derrière elle, le Front National. En 2002... On va en parler quand même de cette idéologie, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'il y a eu quand même 13% de Guadeloupéens ont voté pour Marine Le Pen, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Les gens, finalement, n'ont presque pas... Enfin, on devait avoir honte, finalement, de voter le Front National, ce qui n'est plus le cas même aux Antilles. Elle a fait un score assez impressionnant dans les départements d'outre-mer, le nombre total de suffrages exprimés. Comment expliquer cette percée de ce parti chez nous sur des terres métissées? Premièrement, en ne regardant pas la percée de 2017 avec les yeux de 2002. En 2002, Le Pen, c'était le danger national parce que justement, il renvoyait à la France tout ce qu'elle avait peur de dire, mais qui était considéré comme faisant vraiment partie d'une toute petite frange de la population, celle qui regrettait l'époque de la colonisation, celle qui était réactionnaire et celle qui véhiculait un certain racisme par le biais des expressions, des phrases choc de Jean-Marie Le Pen. En 2017, Marine Le Pen, plus Marine que Le Pen d'ailleurs, quelque part, puisqu'elle a expulsé son père de son parti politique, et le Front National véhicule une idéologie qui correspond à la peur et quelque part aussi au désir d'une plus grande partie de la population, qui est celle conjointe de la sécurité, qui est celle de la peur de l'Europe, de la peur de l'euro, de la peur de la baisse du pouvoir d'achat, de la peur du terrorisme et aussi une certaine forme de volonté de dégagisme, de dégager ceux qui sont là, les immigrés, qui sont la source de tous les problèmes, et de dégager aussi ceux qui ne règlent pas les problèmes, c'est-à-dire les politiques, l'oligarchie technocratique, voire même la technocratie de l'Union européenne. Qu'est-ce qui séduit les Antillais? Qu'est-ce qui séduit les Guadeloupéens? Tout cela séduit une grande partie de la population française, mais séduit aussi une partie de la population guadeloupéenne, parce qu'en réalité, en Guadeloupe, eh bien, il y a aussi le même vécu d'une partie de la population, c'est-à-dire la crainte d'une immigration
caribéenne, certes, mais une immigration quand même. La crainte du développement de l'insécurité. On passe du sentiment à une insécurité vécue parce que nous sommes l'un des départements les plus violents de France. La crainte également de la baisse effrayante du pouvoir d'achat et de la capacité à vivre de son travail de certaines professions comme les agriculteurs, comme les ouvriers. Le chômage qui est chez nous endémique. Tout cela favorise un terrain qui, dans le cadre d'une dédiabolisation du discours du Front National où on a remplacé le racisme par l'identité nationale, eh bien, suffit non seulement à dédiaboliser, mais à institutionnaliser Marine Le Pen comme un leader politique qui, en plus, nous est vendu, et on est très légitimiste en Guadeloupe, comme la numéro 1 en termes de parti et en termes de suffrage. Didier Détouche, à entendre certains militants du Front National, rien n'aurait changé d'un point de vue philosophique et idéologique. Je propose d'abord de regarder avec moi l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé il y a à peine 6 mois sur la chaîne Planète, une série de documentaires nommés « Pourquoi nous déteste-t-il ?» On regarde tout de suite la réaction d'un militant quand on lui pose la question de l'intégration des jeunes issus de l'immigration. On regarde. Est-ce que nous ne sommes des gens qu'on ne peut pas intégrer, qu'on n'intégrera jamais, je l'espère. Enfin, même si on veut plus d'arabes ou de musulmans en France, comment on peut faire? Il faudra trouver des solutions. Ouais, mais lesquelles à votre fin? Il faudrait déjà qu'il y ait quand même un président à la tête de la France qui soit vraiment un nationaliste véritablement et qui fasse une épuration. Comme on le voit par exemple en Hongrie avec Viktor Orban et le Jobbik. Ou par exemple, il y a aussi l'épuration ethnique, par exemple, en Serbie les Serbes. D'accord, ok. Alors, je le précise quand même, il ne s'agit pas d'un représentant du Front National, mais bien d'un militant. Il parle d'épuration, des termes chocs qui font peur, il faut le dire. Est-ce que le parti a réellement changé sur le plan philosophique et idéologique? De point de vue philosophique et idéologique, oui, parce que aux valeurs bonapartistes d'ordre, de travail, de patrie, au nationalisme historique, hérité effectivement de groupuscules d'extrême droite qui étaient pro-national-socialisme, c'est-à-dire toute l'idéologie nazie, et bien évidemment qui était proche aussi des milieux réactionnaires, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz par exemple, eh bien tout cela a maturé et éclaté en donnant un Front National qui a évolué de plus en plus pour des raisons sociologiques et électorales vers du trotskisme, c'est-à-dire une idéologie d'extrême gauche où on met en avant la défense des travailleurs, la défense des plus bas salaires, un étatisme, c'est-à-dire une intervention de l'État accentuée, et tout cela fait qu'il y a donc toute une partie de la population, un arc de la population qui souffre en réalité de la France d'en bas, qui est couverte par le discours de Marine Le Pen. Il faut ajouter quelque chose qui est très important, je reviens là-dessus, mais le racisme et les termes de race et d'ethnie ont été, avec Bougnoul, arabe, etc., ont été remplacés par l'identité nationale. C'est-à-dire on fait appel à des valeurs jugées ancestrales et nationales, l'histoire, la religion, qui s'oppose à la religion des autres, l'islam notamment, la culture, qui s'oppose à la diversité culturelle. Et tout cela fait qu'on est dans une espèce de construction idéologique nouvelle où on a à la fois des éléments d'extrême gauche et aussi des éléments d'extrême droite, mais aussi d'une droite assez conservatrice comme le bonapartisme par exemple. Merci Didier Détouche d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir, plus que quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Peut-être que vous connaîtrez, comme beaucoup à l'issue du second tour, qui sera le nouveau président ou présidente de la République. Et quel que soit le taux d'abstention et de vote blanc, ça n'annule pas l'élection. Si vous regardez en tout cas nos confrères de la Belgique, parce que vous le savez, ils ne sont pas soumis à la loi sur la diffusion des informations liées à l'élection française. Donc nous connaissons ces informations peut-être en avance. Ça a été le cas notamment au premier tour. On regarde le reportage d'Éric Dupuis. Bien placé pour superviser avec autorité les médias français lors des scrutins électoraux, le CSA ne peut rien contre les médias belges qui publient avant l'heure légale française des informations liées aux élections. Informations forcément données illicitement. Si les médias belges ont pu avoir accès à des résultats qui ne sont que une fuite, parce que normalement ça n'aurait pas dû fuiter des résultats avant 20 heures, c'est la responsabilité des médias belges. Il y a 5 ans déjà, le problème s'était posé, faute de preuves au niveau des sources. Le CSA a tenté une action en justice contre les médias étrangers. La plainte au parquet a été classée. De nouveau cette année, la commission des sondages va déposer une plainte pour de nouveau essayer d'avoir une réponse à cette question. Jusqu'à quel point notre loi
française a une application territoriale au-delà de nos propres frontières. Du côté belge, difficile de se passer d'informations qui, 2 heures durant, entre 18h et 20h généralement, vont permettre aux sites d'infos d'augmenter leur audience internet. Et une fois qu'une info est sur la toile, il n'y a plus de frontières, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça pose la question effectivement de la neutralité de l'information à partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui vient d'ailleurs. À l'heure d'une demande accrue de transparence des citoyens, il semble difficile à l'État français de couper le réseau Internet sur tout le territoire pendant les scrutins. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas encore le cas dimanche prochain. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. La ville de Bemao relance l'opération Révise examen pour les futurs bacheliers. Et puis l'agence Elite Model est à la recherche de la perle rare ou des perles rares qui pourront en tout cas se produire sur les podiums à l'international. Comment doper ces performances intellectuelles à l'approche des examens? La ville de Bemao reprend son opération Révise examen à la bibliothèque Paul Mado. Sur place, des spécialistes et médecins prodiguent leurs conseils pour optimiser ses capacités pour le jour J. Reportage Isabelle Amon. Depuis le début de leur année, 16 étudiants se rejoignent pour réviser leur examen de première année de médecine. À raison de 8 heures de travail par jour, chacune sa méthode pour tout retenir. C'est un peu une alternance entre individuel et groupe. On préfère se mettre en groupe quand on en a un peu assez de rester enfermé chez soi, surtout. Ou bien quand on sait qu'on travaille une matière et qu'on a quelques difficultés, on peut se poser des questions pour avancer. Ça permet de mettre en place aussi les connaissances dans sa tête pour que ça reste à long terme. Sachant que c'est une année et c'est découpé en 2 semestres et le semestre c'est la fin et c'est le moment où c'est tout ou rien. Il vaut mieux que ça reste à long terme pendant 3 à 4 mois. Objectif, obtenir les meilleures notes pour être bien placé au concours, mais pour cela, aucun impasse n'est possible. On évite parce que d'un côté on a du temps, mais en même temps on n'a pas de temps à cause de la masse de cours qu'on a. Le mieux qu'on puisse faire, c'est être au point sur quasiment tous les cours, même si ce n'est pas toujours possible. Et si certaines restent scotchées à leur ordinateur, Audrey, elle, favorise le tableau. J'utilise le tableau surtout pour s'il y a des schémas à effectuer. Ensuite, je peux rapidement revenir à mon poste de travail, qui est l'ordinateur, voilà, pour regarder également les schémas qui nous sont proposés. Et voilà, on en fait un tout et puis ça sera nos fiches finalement pour le concours, parce qu'on n'a pas le temps de relire tous nos cours en entier, donc on utilise des schémas pour réviser. Ces étudiantes sont à une vingtaine de jours de leur examen. Au concours, chaque matière a son QCM, 4 jours pendant lesquels elles auront une épreuve par matière. En médecine, ce sont 12 matières à assimiler en 8 mois. Et plus de 110 000 personnes ont visité le Memorial Act en 2016. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage tire un bilan satisfaisant. Il a d'ailleurs reçu ce matin la statuette du prix Musée 2017 qui le consacre comme un monument ouvert sur la connaissance. Reportage Linda Kayarsi. Pendant une année, les visiteurs du Memorial Act pourront contempler la statuette en bronze de Juan Miro. Le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe, décerné au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. C'est vraiment une reconnaissance internationale. Une reconnaissance internationale pour un lieu de mémoire collective qui compte de nombreux visiteurs depuis son ouverture au public il y a 2 ans. Un peu plus de 107 000 visiteurs qui sont venus au Memorial Act. Ce sont 15 000 visiteurs qui ont visité le centre de généalogie. Ce sont des manifestations, ce sont des colloques, des débats, ce sont aussi des activités commerciales puisque c'est important pour consolider les ressources de l'établissement. Aujourd'hui, le prix du musée 2017 est une nouvelle étape de franchie pour le MACT dans sa quête à la Caraïbe au monde, à travers un lieu de connaissance et de lecture historique. Perspective, de pouvoir ouvrir le centre de recherche qui n'est toujours pas ouvert. Il est en train d'être équipé de façon à pouvoir accueillir le public.
termes de perspective également, nous venons de terminer l'exposition Échos imprévus. Nous préparons la reprise d'Arboussier au cœur des migrations. Et cette année encore, pour ce mois de mai symbolique, le Memorial Act compte bien faire écho à la mémoire des traites négrières et de l'esclavage. 3 critères, la beauté, la personnalité, la photogénie. 3 caractéristiques qui permettent chaque année à une poignée de jeunes filles de défiler sur les plus grands podiums du monde. Je veux bien sûr parler du concours Elite Model Look. Son casting annuel revient aux Antilles-Guyane pour dénicher la perle rare. Illustration en Guyane avec Ayodele Germa. Dans le hall de ce centre commercial, le décor du casting de la célèbre agence de mannequinat se précise. Demain, 200 jeunes filles âgées entre 14 et 22 ans sont attendues. Pas besoin d'inscription préalable, le concours est ouvert à toutes, à condition bien sûr de mesurer au moins 1,72 m. Tout le monde n'est pas chanteur, tout le monde n'est pas médecin. Maintenant, mannequin, pour être mannequin, effectivement, il faut avoir certains critères qui sont des critères de taille. C'est un peu les dictats des couturiers qui malheureusement, pour porter un vêtement, pour que le vêtement tombe bien, il faut être grand. Et toutes les filles qui ont été présélectionnées sur les 3 départements sont proposées en fait à Elite Paris, qui en fait va faire son choix final et élire 10 finalistes, qui sont ces 10 finalistes des 3 départements. Marine, 1,73 m, 17 ans, est l'une des finalistes de l'an dernier. Forte de cette expérience, elle souhaite gommer certains a priori. Pour elle, le mannequinat n'est pas un concours de beauté. La beauté, déjà, c'est très subjectif, alors que le mannequinat, c'est vraiment sur des critères qu'on vous sélectionne. Donc déjà, rien qu'à partir de là, c'est super différent. Moi, ce que j'ai compris à travers cette expérience, c'est qu'en fait, on est toutes tellement différentes et en fait, c'est pas un concours de beauté, c'est vraiment un ensemble. Il faut venir au naturel parce que c'est ce qui est le plus beau. Et puis, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas besoin de comparaison. Même si elle a toutes ses chances, Marine ne souhaite pas faire du mannequinat son activité principale. Dans quelques mois, elle s'envolera pour le Canada pour des études d'ingénierie du bâtiment. Pour elle, comme pour la gagnante de l'an dernier, il est hors de question d'arrêter ses études. Soit la jeune fille prend une année sabbatique comme Nina, en l'occurrence, qui est en photo sur la PLV, qui est la gagnante 2016, qui est une Guadeloupéenne, qui elle a eu la chance de signer avec Elite Paris et qui passe son bac là au mois de juin et part en juillet à Paris. Alors l'idée c'était d'avoir son bac, je mets mes études de côté, je me donne la chance de pouvoir réussir pendant 1 an voire 2 ans. Et si effectivement ça marche pas, au moins elle a son bac et elle peut reprendre. Parce que l'idée c'est ça aussi, c'est pas de dire à une fille ah bah non ça y est, je vais faire de toi une star, tu arrêtes tes études, etc. C'est pas du tout la politique, c'est pas du tout notre politique et c'est pas du tout ce que. On est hors de question même, hors de question. Le 13 mai aura lieu la finale départementale du casting Élite. La gagnante représentera les Antilles-Guyane lors d'un défilé international en fin d'année. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial d'Estrelan à Bemao, aux portes 4 et 5 de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Eddie Planté pour Question Directe.